Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après le nul arraché dans les dernières secondes à Strasbourg. Les Aiglons ont stoppé leur spirale de défaites et s'accrochent à leur rêve de Ligue des Champions. Pour en parler à mes côtés cette semaine, William Ambersey. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Aurélien Mar. Salut Aurélien. Salut Mika et bonjour à tous. Et Christopher Roux à ma gauche. Salut Mika. Et salut Christopher. 120e numéro de Gymto, l'année des 120 ans. Il était donc logique d'inviter un historien de l'OGC Nice dans cette émission, Patrice Arnaudot, et pour la première fois dans Gym Tonic. Salut Patrice. Salut à tous, buongiorno amici. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On parlera avec vous évidemment de cette grande histoire de l'OGC Nice. Mais avant cela, au sommaire, retour donc sur ce point de l'espoir à Strasbourg, marqué aussi par le naufrage de Moïse Bombito. Le Canadien sera dans notre focus. Basta les 3 centraux, ce sera la question du pour-contre aujourd'hui. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons bien sûr le match contre Angers dimanche après-midi à 17h15 avec cet impératif de victoire. Et puis nous nous pencherons en fin d'émission donc dans le Souviens-toi avec Patrice et Aurélien sur les 40 ans de la remontée du gym en Division 1. À l'époque, c'était en 1985. Mais on démarre donc ce Gym Tonic avec ce 2-2 à Strasbourg. Le gym a été mené et finalement revenu dans la rencontre. Oui, la moindre mal, parce que ce match, encore une fois, il fallait pas le perdre. Il fallait pas le perdre et surtout tu étais en passe de le gagner en fait. C'est ça qui est vraiment très frustrant dans cette rencontre parce que même en première mi-temps, j'ai trouvé les Strasbourgeois très agressifs dans le pressing. Ils sont venus nous chercher très haut, mais pas si efficace devant en fait. Marcin fait 2 arrêts corrects, mais c'est pas non plus 2 parades sur 2 actions énormes. Et donc au final, tu montes un peu en régime dans la rencontre, tu ouvres le score. Je trouve assez logiquement. La surprise, c'est plutôt cet enchaînement incroyable de Melvin Bard. Mais après, voilà, c'est sans ces 2 erreurs de Bombito, je pense que ce match, tu le gagnes. Vraiment, concrètement, Strasbourg, au final, a 2 occasions en deuxième mi-temps. C'est les 2 erreurs de Bombito. Il marque 2 fois. Et puis, plus rien derrière. Alors, un petit peu d'excès d'orgueil chez nos amis strasbourgeois sur la fin même. Et au courage, au caractère aussi. Et ça va dans le sens de cette rencontre. Je trouve qu'on a retrouvé une équipe impliquée, déterminée, soudée. Et heureusement qu'à ce point du nul pour éviter d'avoir vraiment trop mal à la tête parce que ça aurait été très injuste de revenir à vide de ce match à Strasbourg. Les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et le Racing Club de Strasbourg, et ça, évidemment, ça se confirme dans ce que tu viens de dire, William, avec donc cette domination niçoise, que ce soit au niveau des tirs, au niveau de ballons touchés dans la surface adverse. Des occasions, il y en a eu un petit peu plus peut-être du côté de Strasbourg. Patrice, c'est quoi la réaction sur ce match-là? On est content du point arraché ou on maugrait un petit peu ces 2 points de perdus alors qu'on avait dominé Strasbourg? Ouais, tu dis ouf à la fin, mais globalement déçu parce que pour moi on perd 2 points, c'est un match qu'on doit gagner. On gagne au point, malheureusement en foot ça n'existe pas. Et c'est vrai que les 2 erreurs sont d'autant plus préjudiciables que c'est pas un match où tu es ultra dominé. Et au contraire, par moment on a même plutôt bien joué, bien fait tourner le ballon. Et c'est pour ça que je suis content que vous reparliez des stats, parce que sur les médias nationaux, j'en ai pas trop entendu parler. On aurait dit que c'était un point volé dans les dernières minutes, alors quand tu vois la physionomie du match, on est quand même au-dessus, je trouve. Et ça rassure par rapport aux 4 matchs précédents. T'as été rassuré, toi, Christopher, après le coup de gueule du coach la semaine dernière, de se dire, voilà, cette équipe, elle lâche pas. Exactement, c'est ce qu'il faut aussi retenir de ce match, c'est qu'il y avait visiblement des états d'âme dans le vestiaire, c'était compliqué d'avoir tout le monde complètement impliqué, notamment certains joueurs qui jouent moins en ce moment. Et c'est fort quand même d'aller chercher ce point-là, parce qu'il te permet de rester surtout à 3 points de Lyon, 4e actuellement, et qui pour l'instant est le dernier club qualifié pour la Ligue des Champions en passant par le 3e tour préliminaire et les barrages si derrière le 4e veut après jouer la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Donc c'est un point qui est très important pour ça aussi, pour rester au contact. Ouais. Donc c'est une belle réaction par rapport à tous ces événements qu'il y a eu dans la semaine. Belle réaction des Niçois et 2 buts marqués par 2 défenseurs. Aurélien, c'est vrai que l'attaque marque un peu le pas, on va dire ça comme ça. Il y a des occasions mais qui ne sont pas concrétisées. Et là, c'est Bar et Youssouf Ndayishimiye qui viennent sauver un petit peu les Aiglons. Ouais, Bar qui marque sur une magnifique transversale, un peu à l'inspiration Messi, Jordi Alba. Super contrôle, franchement, très très bonne réalisation de Bar. Et c'est vrai que c'est un peu dommageable dans le sens où ça montre les difficultés offensives pour
pour l'instant niçoise, mais ce match, grosso modo, moi je l'ai trouvé assez indéchiffrable. Et au-delà d'ajouter un point qui va faire du bien comptablement et au moral pour les Niçois, on en enlève surtout 2 à Strasbourg. Ça permet aussi donc de rester au contact, et sans oublier que la finale de Coupe de France arrive, et si le PSG venait à gagner, ça libère forcément une place pour les Niçois, au cas où la 7e place devrait être celle de Nice. On reparlera évidemment du sprint final dans quelques instants, mais Will, je connais évidemment ton esprit parfois, et quand tu dis que cette équipe de Strasbourg avait déjà les 3 points en poche, tu fais évidemment allusion à cette phrase de Bakwa, chez nos confrères de DAZN, qui dit on va danser, on va célébrer. Préparer les caméras, on va célébrer. Ouais. Ben, karma. Et le football, c'est ça aussi. On l'a expérimenté aussi un peu nous, quand je me souviens, le club a fait une petite com, 4 matchs à domicile à venir, ça a été 4 défaites. Donc au final, c'est ça. Nul. Ouais, nul. Ouais. Mais bon, c'est comme 4 défaites. Donc voilà, faut faire attention dans le foot, ça va très très vite. Et donc voilà, punir l'orgueil strasbourgeois et récompenser le caractère niçois. Et Youssouf qui est vraiment le joueur actuellement défensivement le plus solide, le plus régulier. Et Melvin, on voit à quel point il nous a manqué aussi. Quand il n'était pas là, on a fait une stat aujourd'hui d'ailleurs dans le journal. Avec Melvin Bard, c'est 52% de victoire pour l'OGC Nice. Sans Melvin Bard, c'est 27% de victoire. Le coach même lui l'a dit, c'est pas un hasard, c'est pas anodin. Donc on a besoin de Melvin Bard. Le coach, puisque tu en parles, Francaise, on lui a posé la question. Est-ce que c'est le point de l'espoir, ce point ramené face à Strasbourg? Écoutez la réponse donc de Francaise devant la caméra de Philippe Bertine. Mais j'espère juste qu'il va compter. Voilà, parce que les joueurs ont été le chercher. D'abord, il était à mon avis très mérité. Même si nos entames de mi-temps ont été à chaque fois difficiles ou très difficiles. Mais après, sur l'ensemble du match, je pense que d'abord c'est mérité. Et puis dans ces conditions-là, dans la période dans laquelle on était, d'aller chercher cette égalisation à la 94e. Je leur ai dit, j'espère que ce point comptera au final. Et il doit compter en tout cas. Voilà, par rapport aux attitudes qui ont été très bonnes. Tout le jeu n'a pas été toujours parfait, mais les attitudes ont été très bonnes. Donc, Voilà, c'est des attitudes bonnes selon Francaise. Patrice, sur cette fin de saison là de l'OGC Nice, il y a 5 matchs, on était plein d'espoir pour pourquoi pas même la 2e place et la Ligue des Champions. Là, on est revenu un petit peu sur terre. C'est très niçois, ça, au final. Ouais, c'est rageant, les super départs, et puis il arrive l'hiver, ou la fin de l'hiver, et puis on piétine depuis des décennies maintenant, depuis des décennies. Et pourtant, c'est vrai que là, il y a un moment, tu regardais derrière... Quand tu étais sur le podium et il commençait à y avoir des points d'écart, tu te dis, tu es sûr de faire au moins une Coupe d'Europe. Et là, aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude. Ouais, c'est très niçois. On parle souvent aussi sur ce plateau, on a cette expression de la culture de la loose, un petit peu de cette équipe de l'OGC Nice. C'est quelque chose qui revient encore et encore. C'est quelque chose que tu as pu, toi, matérialiser, ça. Ce club n'arrive pas à gagner, en fait. Ouais, les matchs qui comptent, on n'arrive pas à les gagner, quoi. Et on compte plus les grands moments ratés, de 78, la finale avec Platini jusqu'au quart de finale contre Bâle. Les matchs à gagner, on se loupe à chaque fois, et on le sent venir maintenant, puisque statistiquement, on se dit qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, contrairement à un club comme Manchester United qui, même dominé, a renversé des situations improbables. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est Lyon. Et moi, j'ai vu une énorme différence entre Lyon et l'OGC Nice. C'est dans l'ADN Europe. Voilà. Hier, Lyon sortent, scénario incroyable, mais ils ont fait un vrai match de Coupe d'Europe. Voilà. Ce que n'a jamais réussi à faire Nice quasiment dans sa carrière européenne. Et c'est un ADN, ça va au-delà des joueurs que tu as sur le terrain. Je regarde juste, hier, en regardant Canal, tu as Christophe Jallet, Gonalon dans la tribune, tu as Grenier aussi sur le plateau, 3 joueurs qui ont connu la culture Lyon, Ligue des Champions, tout ça. Et ça fait quelque chose dans ce club qui fait que même les joueurs qui n'ont pas connu ça, le club, l'ambiance, le contexte fait qu'ils sont prêts pour livrer un grand match en Coupe d'Europe. Et à Nice, on connaît pas ça, et on l'a encore vu. Quoique, on a fait match nul contre un demi-finaliste, au final. Oui, Bodo Glimt qui a éliminé la Lazio de Rome, et qui est donc qualifié pour les demi-finales de l'Europa League, cette compétition que Nice aura jouée.
aura participé à cette saison. Et donc Jim Ratcliffe a vécu des émotions. On est très content pour le propriétaire de l'OGC Nice et d'Ineos. Bien sûr, c'est ironique quand je dis ça. Le classement de cette Ligue 1, on va voir que alors Monaco a un peu fait le trou sur la deuxième place. Marseille est juste derrière. Après la victoire donc de Monaco sur Marseille, 5 points d'écart dorénavant pour le deuxième, 4 sur la troisième place. Mais il va falloir regarder, donc comme tu l'as dit Christopher, avec cette quatrième place des Lyonnais à seulement 3 points. Comment ils vont digérer d'ailleurs Lyon cette élimination en Ligue des Champions? Avec un derby dimanche. Avec le derby face à l'AS Saint-Etienne dimanche. Lille qui est repassé devant, Strasbourg qui est toujours devant, et Nice donc qui est 7ème, 4 points d'écart avec Brest aujourd'hui. Le sprint final là, il est lancé Christopher, il reste 5 matchs, et c'est vrai que là c'est là qu'on va attendre effectivement que le l'OGC Nice redresse la tête. Complètement. Après, pour moi, le sprint final, ça fait un petit moment qu'il est lancé. C'est tellement serré maintenant que ça fait peut-être depuis 7-8 journées. Enfin, non, peut-être pas, mais je veux dire, il y a 3, 4, 5 journées déjà que ce sprint, pour moi, il est lancé. Et ouais, j'attendais vraiment plus de cette équipe de Nice. Et comme on le dit, j'ai l'impression que c'est une équipe un club qui aime se saborder un peu aussi. Comment, à quelques journées, peut-être d'aller chercher une qualification historique pour la Ligue des Champions, on peut avoir des joueurs qui ont des états d'âme et qui se disent « Ouais, mais moi je joue pas, je joue moins ». Tout le monde doit prendre conscience qu'il aura un rôle à jouer. Et je pense qu'avec Francaise, en plus, on peut avoir confiance en ce coach-là. Je pense que c'est quelqu'un d'honnête, qui essaie de concerner tout le monde, qui va pas faire ça juste pour essayer de se mettre tout le monde dans la poche, mais qui a une vraie honnêteté, pour le coup. Et je trouve dommage que des joueurs puissent un peu tirer tout le monde vers le bas ou gâcher un peu cette fin de saison et les objectifs à court terme, juste à cause d'eux et de leur ego. Franchement, j'ai été très déçu par ça, très surpris. Et je trouve qu'on peut discuter après des positions de chacun, du temps de jeu, etc. Mais d'abord, allons décrocher l'objectif. Et en plus, ça leur permettra peut-être d'avoir plus de temps de jeu aussi la saison prochaine. Donc il y a plein de choses qu'il faut mettre de côté et foncer pour aller chercher vraiment cette Ligue des Champions. Elle est pas très très loin, franchement. Un joueur qui n'a pas de problème d'ego, mais qui est dans la difficulté en ce moment, c'est Moïse Bombito. Il est dans notre focus cette semaine. Ouais, auteur de 2 erreurs, de plus, on va dire, Moïse Bombito face à Strasbourg. C'est vrai que sur les derniers matchs, il est en grande difficulté. Will, tu l'as souvent dit sur ce plateau, mais là, ça a été criant. Et là, il a coûté des points ces derniers temps à l'OGC Nice. Ouais, ça fait quelques matchs déjà qu'il est en difficulté, et on l'avait relevé. Et bon, on tire pas sur une ambulance, donc j'ai pas fait le papier que j'avais envie de faire dans la foulée du match, c'est-à-dire... Tu te ramollis ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... son jeu joueur était quand même pas mal. Ouais, je l'ai déjà assaisonné. Non, mais après ça reste c'est toujours pareil. Faut pas oublier que ce sont des hommes comme nous et que bon, après on peut pas non plus les accabler. Alors c'est pénible parce que ça faisait un moment qu'on le sentait venir. Alors je me rappelle Toulouse déjà, quand il fait cette faute inutile qui te fait perdre la victoire, il l'avait fait contre Lyon. Là, il le fait encore, et puis c'est surtout la deuxième qui fait très très mal parce que on a l'impression qu'elle tombe de nulle part cette erreur. Il est avec Bakwa, il est censé être là à la vitesse avec lui parce que c'est sa qualité. Et au final, il oublie le ballon. Non, ça c'est le premier. Ouais, ça c'est le premier. C'est le premier. Après, le deuxième. C'est plus le duel perdu que la vitesse. Ouais, mais il oublie le ballon, quoi. Je sais pas. C'est frustrant. Et je pense qu'en fait, c'est la conséquence logique pour un garçon qui a joué plus de 60 matchs, qui a pas eu vraiment le temps de souffler cet été. Il a enchaîné Copa América et la MLS en 4 jours. J'ai revérifié. Il a fini la Copa América avec le match pour la 3e place, je crois. Et 4 jours après, il rejouait en MLS en plein juillet. Donc c'est un garçon qui n'a pas eu de vacances du tout. Et puis, on voit le gap qu'il y a entre la MLS et la Ligue 1. Et il répète surtout toujours les mêmes erreurs. Ses mauvaises lectures de trajectoire, ses mauvais placements. Donc au final, c'était incontournable qu'il se casse la gueule pour du bon. Et bon, il s'est fait mal en plus. On l'a appris aujourd'hui. Il s'est fait mal au poignet, donc là c'est sûr qu'il va pouvoir souffler pendant au moins un match. Mais bon, voilà, frustrant pour ce match. Ouais. Les stats de Moïse Bombito cette saison, avec évidemment cette donnée que tu as dit importante, c'est le nombre de matchs disputés, 32 matchs disputés cette saison déjà par Moïse Bombito, en complément donc de ceux qu'il a effectués en MLS
Et avec, ça fait 64 depuis février. Ouais, 64 matchs depuis février, effectivement, pour Moïse Bombito. Donc c'est beaucoup. Pourtant, il a des qualités quand même, ce joueur. Il est rapide, Patrice. Il est athlétique. Donc il faut qu'il progresse. En gros, c'est peut-être un peu ça. Mais en Ligue 1, quand on fait des erreurs, ça se paye cash, quoi. Ouais, il faut pas tout jeter du jour au lendemain parce qu'il a fait un bon début de saison, on va dire. Mais moi, j'ai toujours pensé que Jean-Claire Todibo était difficilement remplaçable. L'année dernière, tout le monde, les spécialistes m'ont dit, mais Patrice, on va prendre des sous, donc on achètera, machin. Le fait est qu'on a fait notre marché au Canada, en Égypte, en 2e division, et que remplacer Todibo comme ça, c'est pas facile, et je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de plan B cette année pour jouer en défense centrale, hein. Donc ouais, ça fait un peu peur pour la fin de saison. On a posé quand même la question à Francaise en conférence de presse tout à l'heure, sans vouloir, comme l'a dit Will, accabler Moïse Bombito. Est-ce que c'est le moment de le faire souffler? On ne savait pas à ce moment-là que Moïse Bombito s'était blessé. Donc écoutez la réponse en longueur du coach niçois Francaise à propos de Bombito. Mais celui qu'il faut accabler, c'est pas lui, c'est moi. Commencer par ça, parce que c'est moi qui le fais jouer. Donc le premier responsable, c'est moi. Vous avez senti que ça pouvait... Non, mais il devait pas jouer le week-end dernier, mais il a fait d'abord, Mohamed a été absent toute la semaine, et surtout lui, il avait fait une très bonne semaine. Donc je suis parti du constat au départ où je devais pas le faire jouer, et au constat où je me suis dit, il a fait une très bonne semaine. Prendre Emega sur la qualité de vitesse, il n'y en a pas 50, notamment quand on voulait parfois défendre haut pour gérer ça. Donc voilà, je regrette pas mon choix, mais quand je dis celui qui est le plus fautif, le premier c'est moi et le deuxième c'est le calendrier, parce que ça fait 15 mois qu'il joue non-stop et il est à plus de 60 matchs. Et c'est sa première saison en Europe, première saison d'international, première saison à plus de 60 matchs, une semaine de coupure en 15 mois. Il n'y a pas de surhomme dans le foot. Voilà. Il y en a peut-être dans votre métier, mais il n'y en a pas dans le football. Voilà, Francaise. Il y a des surhommes dans le métier de journaliste, Will? Je pense pas. Il y a des surhommes nulle part, au final. Je pense pas. Évidemment. Mais ça traduit quand même cette réponse de Francaise, qu'il assume là aussi ses responsabilités, au final, le coach de l'OGC Nice. Il assume cette responsabilité, surtout qu'en fait, on le voit, hein, pour lui, Bombito est indispensable pour un point, la gestion de la profondeur. Quand tu as Youssouf et Dante, qui sont deux joueurs costauds dans le duel, dans le placement, intelligents, tout ça, mais qui ont des grosses lacunes de vitesse, tu es obligé d'avoir un Bombito derrière qui peut lui compenser cette profondeur. Donc il est devenu un peu indispensable dans le système Hayes pour ses qualités de vitesse, sauf que à l'inverse, tous ces manques dans l'intelligence de jeu, dans le placement, dans la lecture, font que ça a plombé l'équipe. Donc c'est compliqué. Le coach, il a déjà le courage de dire que c'est lui le premier impliqué, mais je comprends pourquoi il a autant insisté avec Bombito, mais je comprends aussi pourquoi l'OGC Nice est tombé un peu dans les problèmes avec ce joueur-là. C'était un joueur normalement comme Abdelmonem qui devait arriver en complément d'effectif. Ça ne devait pas être ni l'un ni l'autre des titulaires indiscutables pour remplacer Todibo. C'était pas possible. Et au final, ça le montre. Donc, comment un garçon qui arrive de MLS, première année en championnat européen, il aurait été un taulier tout de suite d'une équipe qui joue l'Europe en Ligue 1? C'était pas possible. C'était un miracle s'il l'avait fait. Aurélien, c'est un jeune joueur. Bombito, il ne peut que progresser, bien évidemment. Ça aussi, ça va faire partie de sa progression, ce genre d'erreur aussi, parce que comme Will l'a dit, ça fait qu'1 an et demi qu'il joue plus haut niveau au final. Hein. Oui, puis il a 25 ans, c'est sa première saison en Europe, mais c'est évidemment pas le seul fautif, parce que je trouve qu'il n'y a pas aussi assez de profondeur de banc, surtout au niveau de la charnière centrale. Et en plus, en particulier, si Francaise veut continuer la défense à 3. On a ça va être le débat dans 2 minutes. Voilà, c'est ça. En plus, on a Abdelmonem qui peut tourner. On a Bombito, Youssouf et Dante. Et donc, finalement, on se retrouve à 4 potentiels titulaires pour 3 places pendant une saison. C'est pas jouable. Finalement, il souffle pas. Et on se retrouve avec des stats, on l'avait vu tout à l'heure, à 52% de duels gagnés. C'est pas beaucoup pour un défenseur central. Ce qui n'est pas du tout assez pour un central, surtout quand on fait 1m90 et qu'on court à 37 km/h. Alors c'est vrai que je veux bien qu'il y ait l'enchaînement qui ne joue pas du tout en sa faveur, et c'est complètement normal, mais c'est une statistique à un ratio trop faible. Il doit remettre de la simplicité en fait. À partir du moment où tu joues beaucoup, tu es très exposé, assez fatigué aussi. Les conduites de balle, je comprends qu'il aille fixer,
Peut-être qu'il doit faire 1-2 touches de moins et lâcher un peu avant, peut-être fixer moins loin en fait. Et là, Strasbourg, c'est typiquement ça sur le deuxième but que prend le gym, c'est que il va fixer trop loin, il pousse trop loin, il fait 1 ou 2 touches de trop. Comme à Lyon. Comme Comme au final, le match contre Lyon. Donc, ok, il faut fixer, c'est le foot moderne, il faut essayer de fixer un maximum d'attaquants adverses ou de joueurs adverses, mais si aujourd'hui il sent qu'il a peut-être un petit coup de fatigue, qu'il est moins bien, à lui aussi d'être intelligent et de mettre un peu plus de simplicité. Surtout que tu as 2 garçons à côté de toi, Youssouf et Dante, qui eux, il n'y a pas de problème dans la relance. Donc laisse-les faire. Donne-leur le ballon et laisse-les relancer. Contente-toi de gagner tes duels, mais n'essaye pas d'en faire plus. Bon, en tous les cas, la question est posée, évidemment, sur ces 3 centraux. C'est notre pour-compte de la semaine. Aux côtés de Youssouf et de Dante, finalement, Bombito a certes beaucoup joué, mais il a fait des erreurs. Abdelmonem, quand il a eu sa chance, a parfois répondu présent, mais il n'a pas non plus écrasé la concurrence. Donc la question est simple, est-ce qu'il faut arrêter avec ces 3 centraux, ces 3 défenseurs centraux, et repasser à un système à 2 défenseurs centraux et donc à 4 derrière? C'est la question du pour-contre. On va commencer avec toi, Christopher. Et alors, moi j'avais plutôt tendance à être sur... en tout cas au départ, sur le fait qu'il fallait maintenir cette défense à 3, mais du coup, essayons de nous amuser de défendre cette défense à 4. Quand on regarde les stats, depuis le match contre Lille le 10 novembre, il y a eu 18 matchs qui ont été joués en Ligue 1 par le gym. Il y a eu 6 matchs avec une défense à 4 au coup d'envoi et 12 matchs avec une défense à 3. Au final, on a 4 victoires avec une défense à 4 et 5 victoires avec une défense à 3. Donc on voit que finalement, en termes de victoires, la défense à 3 et la défense à 4 sont assez proches. Alors pourquoi pas aussi sur le côté un peu choc psychologique dans une période où c'est moins bien, retenter finalement le coup d'une défense à 4. Je pense aussi qu'un élément qui peut aller dans le sens de la défense à 4, c'est que je trouve que peut-être Dante sera moins exposé aussi, avec des pistons qui sont très hauts et lui jouant axe gauche dans cette défense à 3. Par exemple, sur la première action de la 9e minute à Strasbourg, on le voit, il se retrouve face à Bakwa qui va à 2000 à l'heure, et forcément pour lui en reculant, c'est malgré son expérience plus difficile à gérer aussi. Donc peut-être qu'avec un bar plus bas, plus proche de lui, ce qui l'empêchera pas de monter, bar, mais peut-être qu'il gérera mieux aussi certaines situations. Je trouve aussi que peut-être, étant donné, comme le disait aussi, en termes de profondeur effective, comme le disait Aurélien, peut-être que c'est plus simple aussi à gérer avec une défense à 4 sur cette fin de saison, et puis peut-être un Bombito qui est peut-être... amené à sortir un peu du 11. Voilà, donc peut-être, oui, effectivement, il y a des arguments qu'il faut prendre en compte pour peut-être un retour à la défense à 4. William. Non, moi je suis contre parce que tout simplement, je pense pas que ce soit ça le problème en fait aujourd'hui à l'OGC Nice. C'est pas une question défensive. Alors oui, tu prends pas mal de buts, mais j'ai regardé les chiffres et quand t'étais en défense à 4, t'en prenais autant. Le problème, c'est que t'en marquais plus par contre. Donc c'est aujourd'hui ce qui te manque, c'est l'efficacité offensive, c'est pas la question défensive. Et 23 frappes si cadrées à Strasbourg. Voilà, donc t'es une défense à 3 quand même. Et moi je pense que cette défense à 3, le problème c'est plutôt les hommes. Donc les erreurs de Bombito, les erreurs pour moi aussi, de façonnage de l'effectif. Il manque un vrai défenseur central d'expérience. Quand tu prends Bombito, Abdelmonem, il en manque un. Il manque quelqu'un de plus lourd que ça. Et le schéma à 3, c'est le schéma préférentiel de Francaise. C'est comme ça qu'il a travaillé à Lens. C'est comme ça qu'il est allé chercher la Ligue des Champions à Lens. Et c'est comme ça qu'il aime voir son équipe jouer. Et je trouve que l'OGC Nice, elle a fait des bons matchs avec cette défense à 3. Alors en cours de match, il va chercher, quand on a besoin d'aller chercher un but, il passe à 4. Ça t'amène un peu plus de monde devant. Mais je suis pas certain que si tu démarres à 4, tu auras plus de certitude, en fait. Donc, je trouve en plus les pistons, ils sont plutôt bons dans ce schéma à 3. Barr qui monte sans cesse en régime, et Klos, c'est là où il est le meilleur. Quand il est dans une défense à 4, il est plus exposé, il est moins bon, je trouve. Donc, pour moi, je dis non, parce que c'est pas ça le problème. Choix du système ou choix des hommes, selon toi, Patrice, sur cette défense de l'OGC Nice qui est beaucoup plus perméable que l'année dernière? Ouais, c'est sans doute un problème d'homme, donc c'est pas peut-être la clé, c'est peut-être pas trop 4, mais c'est peut-être que quand tu joues contre une équipe qui joue vraiment au ballon, comme à Monaco où 2-1 on s'en sort bien, peut-être qu'il faut fournir un peu. Mais globalement sur l'année, je crois que c'est devant tous les buts qu'on manque par rapport au potentiel d'occasion qu'on se crée, et le problème il a été là, quoi. Si on cadrait un peu plus cette année, on aurait pris plus de points.
Mais qui dit peut-être retour d'une défense à 4, Aurélien dit densifier un peu plus aussi le milieu de terrain, maintenant qu'il y a des hommes disponibles pour cela, et est-ce que ça serait la solution aussi ? Surtout, ça permettrait à des milieux de terrain de venir couvrir aussi les zones qui ne sont pas couvertes actuellement à 3, donc entre le piston et Dante par exemple, et la même chose de l'autre côté. Donc je pense que sur ce point-là, ça peut être intéressant. Après, je suis pas non plus convaincu que la défense à 4 change beaucoup de choses, parce que finalement, on l'a vu, donc Strasbourg, mais aussi contre Nantes, les 2 buts encaissés par le gym, c'est des erreurs individuelles. Enfin, la première, on peut l'imputer à Boulka. La deuxième, c'est Klose qui a pas le pied assez ferme. Donc je pense que c'est un problème aussi d'entente entre eux, et puis l'alignement laisse parfois à désirer, c'est un peu compliqué, mais je suis d'avis que c'est plutôt un problème d'homme qu'un problème de tactique. Il y a la gestion des matchs aussi, c'est une équipe de Nice qui perd 21 points après avoir ouvert le score. Donc elle a démarré des matchs à 4, à 3 et le problème reste le même. Et aujourd'hui, c'est peut-être dans la manière de s'adapter aussi en cours de match qu'il faut essayer de trouver des solutions, justement. Plutôt que de parler du début de match, est-ce qu'on joue à 3, est-ce qu'on joue à 4, comment on s'organise notamment quand on veut garder un score ? Est-ce qu'on passerait pas, si on a commencé à 3, plutôt à 4 pour justement amener aussi de la densité au milieu, devant, avoir des joueurs qui puissent travailler aussi, mieux protéger aussi Boulka. Voilà, il y a des questions peut-être à se poser aussi à ce niveau-là. Et c'est celui-là le paramètre, densifier le milieu. Avec qui ? Tu densifies avec qui ? On en revient T'as du monde là maintenant, t'as Sanson, t'as du monde. Oui. Sanson qui revient de blessure, c'est un titulaire en puissance pour vous ? Moi je pense pas. Rosario avec les matchs qu'il fait, c'est un titulaire en puissance ? Moi je pense pas. Santa Maria avec la période qu'il vit actuellement, le contre-coup, c'est un titulaire en puissance ? Je pense pas non plus. Il y en a qu'un qui est hyper fiable, c'est Boudaoui. Et après, on fait comment pour faire un milieu à 3 ? C'est pas tu fais assez. pas repasser Youssouf au milieu, ça a marché l'année dernière Mais il par est exemple. trop important derrière maintenant, Youssouf. C'est ta valeur sûre, même plus que Dante, je trouve, cette année. C'est lui ta valeur sûre derrière. Donc si tu le mets au milieu, et puis lui, il veut jouer derrière. Donc c'est là le problème aussi. Et tu peux pas trouver un système où tu joues avec 2-6 ? Tu veux jouer en 4-2-3-1, en 4-2-3-1, faut être bon devant aussi. Ah bien sûr. Faut être bon devant. Quand il est passé à 4 pendant une bonne période, il a essayé de refaire reculer Diop dans ce milieu. Ça marche pas. Donc c'est un manque de solution au milieu aussi. Encore une fois, on en revient à la façon dont a été construit l'effectif. Et là, j'incrimine pas du tout Florian Maurice ou Francaise, mais plutôt les moyens que le club a choisi de mettre à tel ou tel endroit. Le problème, il est au-dessus. Et ça n'a pas beaucoup été dit cette année. Mais oui. Le public niçois a été beaucoup plus patient qu'à une époque avec la structure. Et bon, on sait tous, on le dit pas, mais on sait tous que Ineos est déjà plus là, quoi. Mais c'est ça, je pense qu'à un moment, il faut arrêter ce débat-là, en fait. Il va falloir juste trouver des joueurs intelligemment, avoir des idées plus que des moyens, et en fait, il faut arrêter de se dire, oui, mais c'est parce que l'effectif a été mal construit. C'est une réalité, c'est un fait. Maintenant, il va falloir reconstruire, avoir des idées, en fait. Il faut arrêter de compter sur les moyens d'Ineos. Il ne faut plus parler presque d'Ineos. Ok, à un moment, ils vont peut-être vendre ou quoi, mais je pense qu'il faut maintenant se dire, ok, quel type de joueurs on cible avec les moyens qu'on peut avoir et qui vont pas forcément être très élevés. Et si on a avoir des idées, je pense que Flo Maurice en a. Voilà, il va construire l'année prochaine avec cette c'est quand même fou de dire ça alors qu'on a des milliards ouais, c'est fou, mais en fait, on voit que ça va pas évoluer. Ils sont pas là. On voit que ça va plus évoluer dans l'autre sens. Donc, faut arrêter de se dire comme si on allait attendre de nouveaux moyens qui allaient tomber du ciel. C'est vrai que aussi la mauvaise passe de Tanguy Ndombele te fait du mal. Parce que lui, c'était un milieu, en l'occurrence, qui était un profil complètement différent de tout ce que tu avais. Et le fait qu'aujourd'hui, tu ne puisses plus du tout compter sur lui, ça restreint aussi les possibilités du coach. D'ailleurs, quand il est passé à 4 pendant un moment, Tanguy est là. Parce qu'il y avait Tanguy. Tanguy avec Hicham Boudaoui, Tanguy Ndombele, c'était quand même solide. Hein. Et tu as perdu Tanguy. Donc voilà, c'est compliqué aussi. Et c'est pour ça que le coach, je pense, il est aussi réticent à repasser à 4. Bon, vous avez parlé d'Ineos, on va en reparler là dans l'indiscret. C'est un indiscret qui concerne indirectement Sofiane Diop, Will, mais surtout la façon dont l'OGC Nice l'a recruté à ce moment-là, et Ineos en particulier. C'est ça qui est magique dans cette émission, c'est qu'ils nous ont fait une transition là, parfaite. Parce qu'en fait, Ineos, concrètement, ils ont mis des moyens à l'OGC Nice en arrivant. Ça n'a pas été très bien utilisé, certes. Par contre, là où aujourd'hui l'OGC Nice est en difficulté, masse salariale, construction d'effectifs, tout ça, c'est Ineos qui te l'a mis dedans en 2022. Quand Julien Fournier s'en va et que notre ami Dave Briceford, ce génie du vélo, avec Ian Moody a construit l'effectif, ils ont mis 22 millions sur Sofiane Diop. Et si aujourd'hui l'OGC Nice fait des contrats avec des salaires variables selon qualification européenne ou pas, c'est pour compenser ce qui a été fait en 2022, c'est-à-dire des salaires
progressif sur les années. Et l'année prochaine, ce ne sera plus Gaëtan Laborde le plus gros salaire du club, mais ce sera Sofiane Diop. Parce que Sofiane Diop, dans son contrat, l'année prochaine, il sera 325 000 €. Donc ça, c'est un choix Ineos dans la construction de ce contrat. Et petit parallèle pour montrer à quel point c'était du génie, ce mercato de 2022. Donc tu mets 22 millions sur Sofiane Diop, qui était un joueur né en 2000. Et en échange, tu as vendu un autre joueur qui est né en 2000, Dan Ndoye, 2 millions d'euros à Bâle. Aujourd'hui, Dan Ndoye, il est à Bologne, qu'il a acheté 10 millions l'été dernier. Il en est à 8 buts, 3 passes décisives en Serie A, et il vaut 25 millions d'euros. Donc, le génie d'Ineos, acheter 22 Sofiane Diop, qui n'en vaut plus qu'une dizaine, et avoir vendu 2 Dan Ndoye, qui en vaut aujourd'hui 25. Après, juste pour la défense d'Ineos et de Dan Ndoye, à l'époque, il ne faisait pas des prestations éblouissantes. Tu faisais que tu avais envie de le garder. Il avait 21 ans. Il était né il a 21 ans. Un garçon qui était né en 2000. Tu crois quoi? Est-ce qu'un garçon de 21 ans va te faire la pile et être ton top buteur à 21 ans? Non, il fallait être patient. Mais tu remplaces, c'est bien ça ce que je dis, tu remplaces un joueur né en 2000 par un autre joueur né en 2000 et tu mets 20 millions de plus dessus. 20 millions de plus. C'est ça qu'on peut leur reprocher. C'est la somme en fait. Mais c'est grotesque. Et le contrat qui est façonné derrière. À ce moment-là, donc tu vends Dan Ndoye et tu achètes Diop en lui donnant 325 000 en 2025-2026. C'est du génie. Et aujourd'hui, donc, on nous explique qu'il faut dégraisser la masse salariale. C'est les consignes d'Ineos. Mais ce sont eux qui nous ont mis dedans. Et c'est le même mercato où tu remplaces Gouiri par Laborde. Encore une action de génie. Tu regardes tout ce qu'on a acheté à cette époque-là. C'est Diop, Laborde, Alexis Beka, Rarech-Illier. Bon, ok. Non, mais je serais moins catégorique que toi sur Laborde, l'échange Gouiri-Laborde, parce que on connaît Amine Gouiri, il avait des qualités. Financièrement, tu l'as acheté 15 Gaëtan Laborde. Oui, mais dans le rendement, je suis pas déçu d'avoir un Gaëtan Laborde, même si en ce moment il est dans une moins bonne passe. Mais dans le rendement, je trouve que Gaëtan Laborde a fait le job depuis qu'il est arrivé. À 15 millions et 300 000 par mois. T'as pris des sous sur le transfert de Gouiri aussi. Hein. Mais il n'y a que 9 millions d'écart. Tu l'as vendu 24, t'as acheté 15 Laborde. Ouais, t'as gagné 9 millions. Plus Laborde. Gouiri aujourd'hui, moi je le vois plus sur une pente descendante que sur une pente ascendante. Gouiri, il fait toujours 3-4 matchs au début où il marque 5-6 buts et puis après ça redescend et on le voit avec l'Olympique de Marseille. Très sur bien. Ce débat, Patrice, le fait que, on l'a dit un petit peu, mais on paye aujourd'hui les erreurs faites il y a en 2022 sur le recrutement, sur la masse salariale, tu penses ? Ouais, après je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai qu'ils avaient empilé des joueurs sans trop de logique et de cohérence. Après, ne plus le faire jouer du tout, Diop en ce moment, c'est un peu dur peut-être aussi parce qu'il n'est pas rentré du ballon. Strasbourg, hein. Il a du ballon. Est-ce qu'il a le bon état d'esprit en ce moment? Ah voilà, peut-être, ça je ne sais pas. C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Pourquoi il rentre pas face à Strasbourg? Alors, il était un petit peu blessé les rencontres précédentes, mais c'est un joueur qui a quand même du talent et qui a montré des choses cette année à l'OGC Nice aussi. C'est une question d'état d'esprit et c'est exactement ce pourquoi Laborde est toujours titulaire actuellement, parce que certes, il ne marque plus depuis 1 ou 2 mois, mais il se bat toujours sur les duels. Même on peut mettre même Guessant dans le lot aussi. Donc oui. On sait que Franquez, c'est un entraîneur qui accorde énormément d'importance à l'état d'esprit et Sofiane Diop a fait quelques entrées qui ne sont pas du tout à la hauteur au niveau de l'investissement et du rendement. Donc je pense que c'est pour ça, tout simplement. Moi, je dirais plutôt que c'est qu'il n'a pas de sa place vraiment en ce schéma. Le problème, c'est que où tu le fais jouer, parce que c'est pas réellement un ailier gauche. Il est plus ça le problème. C'est pas un milieu de terrain défensif. Oui, mais c'est quoi en fait? Moi, ce qui me gêne en fait dans cette période-là, c'est qu'on a un garçon qui est très impatient, qui a envie de jouer, ça je comprends à la rigueur, il a envie de jouer, mais il a été longuement blessé, le club a été très patient avec lui. Moi j'attends aussi qu'à un moment, alors qu'il revient, qu'il a eu des bonnes performances, à un moment il est lancé titulaire, il est moins bon, il revient sur le banc, à lui aussi d'être patient. Le club a été patient avec lui, pourquoi lui n'est pas patient? Il revient à peine. On a parlé d'un joueur parce qu'il a faim de ballon aussi, il faut le comprendre. Oui, mais ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué, il revient, il fait des bons matchs, il a un creux à un moment donné, ce qui est peut-être normal quand tu n'as pas joué depuis longtemps, et il sent que c'est pas si évident que ça. Je trouve que c'est dur. Franck Hez le relance petit à petit, je trouve que ça se passe bien. À lui d'être patient aussi. Forcément, il s'attendait à quoi? Qu'il allait pas revenir, mettre 14 buts, finir la saison boulet de canon. Il a besoin lui aussi d'avoir des hauts et des bas, de se retrouver un physique, un rythme.
Et il faut qu'il soit patient, moi je trouve. D'où la réflexion qu'on faisait tout à l'heure sur le retour à une défense à 4, peut-être en libérant 3 milieux, 2 milieux défensifs et un Sofiane Diop en numéro 10 derrière l'attaquant. Ça a pu fonctionner ça à un moment donné. Avec 2 ailiers et puis Gaëtan Laborde devant. Mais même si tu fais un espèce de 3... Un 4-2-3 même un 3-4-2-1. Comme il a déjà fait en fait, on parle souvent d'un 3-4-3, mais si c'est Boga et Guessant sur les côtés, ok, c'est des mecs qui partent plus sur les côtés, ou Shaw, c'est pareil. Mais si tu mets Boga avec Diop et avec des consignes de plus rentrer vers l'intérieur et de laisser les couloirs au piston, tu l'as le poste décroché dont a besoin Sofiane Diop. Après, c'est des questions de choix. Et moi, Sofiane Diop, globalement, là, dans le débat, je vous trouve assez dur. Parce que alors, je l'ai défendu, là, pour le coup. Parce que c'est Christopher qui a été dur avec lui. Le deuxième meilleur passeur... Je veux pas faire de la délation, mais... Le deuxième meilleur passeur de l'OGC Nice cette année, après Evan Guessant, c'est Sofiane Diop. C'est pour ça que j'ai dit qu'il avait fait des bonnes entrées, que c'était bien ce qu'il faisait. 6 buts en Ligue 1, c'est plus que Mohamed Ali Chaud, Jérémy Boga... Et, qui a été blessé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que même Boga, s'il est plus blessé ces derniers temps, il est pas décisif. C'est pas assez. Et Diop, lui, il a été assez. Et il a porté aussi l'équipe à un moment donné où c'était l'hécatombe. Il joue numéro 6 en Ligue Europa, en Belgique. Capitaine. Donc on peut pas non plus lui jeter la pierre et il a eu l'impression de porter l'équipe à un moment donné où il y avait plus personne et quand il est revenu du monde, la concurrence fait que le coach lui préfère souvent Ali Chaud parce que c'est un profil plus de percussion. Mohamed Ali Chaud, c'est plus un profil de percussion et qui lui plaît au coach sur le côté. D'autres coachs auraient fait d'autres choix. Donc voilà, c'est une histoire de choix, de coach, de joueurs. Mais moi, Sofiane Diop, j'ai pas du tout envie de lui jeter la pierre. Ah non, mais sur le fait qu'il a été bon quand il a dû jouer, il a peut-être raté un match quand il a été titulaire, etc. Mais quand il rentrait, ou même quand il était à Montpellier, je me rappelle de ses courses défensives, etc. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est juste sur son impatience, moi. C'est ça qui me gêne. Et sur le fait que ça crée des remous en interne. C'est un garçon qui a cru que sa carrière de footballeur allait s'arrêter. Je comprends. Raison de plus. Aujourd'hui, ça va bien. Ça se passe plutôt bien. Retape-toi. Il y a une fin de saison avec des beaux objectifs à jouer. C'est un jeune joueur qui a fin de ballon. Bien sûr. Et j'adore Sofiane Diop. À Monaco, c'était un joueur. Putain, qu'est-ce que ça se ferait si tu l'aimais pas. Mais parfois, on a le droit d'être dur aussi avec les gens qu'on apprécie, avec les joueurs qu'on apprécie. À Monaco, c'était un joueur que je trouvais très très bon. Il a eu une progression top avec notamment Niko Kovac. Donc, c'est pas ça le souci. Il a des qualités qui me plaisent. Maintenant, c'est juste sur cette impatience-là et les remous que ça peut créer en interne que ça me gêne un peu. C'est tout. Après, le problème, c'est que est-ce que Shaw est superbe et mérite d'être devant Diop dans la concurrence ? Voilà. C'est le débat qu'on avait aussi la C'est ça qui crée la frustration aussi. Quand tu es en concurrence avec quelqu'un et qu'il empile but sur but, qu'il est décisif et tout, qu'est-ce que tu veux dire ? Il est fort, il est bon, je peux rien dire, j'ai qu'à faire mieux. Mais quand il est pas top et que c'est lui quand même qui joue, la frustration elle est là. Ouais, mais tu vois, il a eu un moment l'occasion d'être titulaire à la place de Shaw. Preuve que les positions n'étaient pas figées et qu'avec un peu de patience, à tout moment peut-être là à Strasbourg il aurait débuté ou il serait rentré ou... Moi je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot, Sofiane Diop, dans cette fin de saison. Je l'espère. Et il peut apporter, je pense, encore quelque chose parce qu'il a du talent. À l'image d'un Bonani qui fait des bonnes entrées ces derniers temps. Quand il a été trop souvent titularisé, il s'est un peu installé dans le confort. Mais la piqûre de rappel où il a été écarté plusieurs matchs, ça lui a fait du bien. Et là, ces derniers temps, il fait des entrées assez intéressantes. Donc, un job peut être aussi décisif sur la fin de saison. Est-ce qu'il sera décisif face à Angers ? On va basculer sur cette rencontre entre Nice et Angers, donc du côté de l'Alliance Riviera. Ça sera dimanche à 17h15, dimanche de Pâques. Chasse aux œufs, chasse aux points pour les Niçois, bien évidemment. Chasse aux 3 points. Ils sont obligatoires, Patrice, là, ces 3 points face à Angers, qui est en position, certes, pour de jouer le maintien. Mais bon, Nice, si tu as des ambitions, il faut gagner le genre de match, quoi. Bah ouais, surtout que, mathématiquement, c'est encore bon pour les Coupes d'Europe, mais à condition de plus commettre d'impair. Par contre, voilà, ce qui fait peur, c'est que Angers joue encore le maintien. Ils étaient pas très très bons ces derniers matchs, mais je les ai quand même vus au parc où j'avais mis un petit écart et puis ils m'ont fait perdre l'auto sportif. Donc ils sont quand même, ils vont venir en bloc bas, ça va être compliqué comme d'habitude. Peut-être essayer de mettre des joueurs de ballon. Pourquoi pas essayer, étant donné que Santa Maria il est un peu en dedans en ce moment, de mettre Sanson début de match et Boudaoui. Ça nous ferait des techniciens, quitte à le sortir à
C'est le débat qu'on avait avec Will tout à l'heure, hors antenne, et qu'on aura peut-être au moment de la compo probable. Petit spoiler, Will n'est pas trop, convaincu par cela pour le moment, mais on en reparle tout à l'heure dans la compo probable. Aurélien, ce match face à Angers, évidemment que c'est le match pour se relancer contre un prétendant au maintien. C'est simple, il ne faut pas venir parler même de Conference League s'il n'y a pas de victoire contre Angers ce week-end, parce que Angers c'est dans une forme catastrophique. Bon, alors ils ont gagné à Montpellier la semaine dernière contre Montpellier. Oui, mais tout le monde gagne contre Montpellier. Mais tout le monde gagne contre Montpellier. Avant ça, c'était 2 mois sans victoire. Les concurrents reviennent vite aussi derrière Angers, donc ils sont un peu à la ramasse en ce moment. Justement, c'est un match où il va falloir mettre du rythme et emballer la rencontre. C'est exactement le type de match pour se relancer, parce que derrière le calendrier, il n'est pas simple. Il y a Paris, Reims, Rennes et Brest. C'est pas non plus des cadeaux. 3 matchs à la maison quand même. 3 matchs à la maison, mais c'est pas des cadeaux. Donc 3 points ou rien, évidemment. Francaise, l'entraîneur de l'OGC Nice sur cette équipe d'Angers. Qui va défendre, mais qui va être capable aussi d'attaquer, parce que ils sont capables, si on leur laisse du temps, ils font des choses intéressantes avec leur milieu à 3. Il y a aussi de la profondeur et de la qualité offensivement. C'est un bloc, là, sur leurs 2 derniers matchs où ils sont passés en 5-3-2, c'est un bloc très, très solide, très costaud. Je répète, la stat qui est pas anodine. 3e défense à l'extérieur depuis le début de saison, pour une équipe qui joue le maintien. C'est pas anodin, ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est pas une équipe qui est facile à bouger. Et quand je vois son match contre Paris, il y a 15 jours, c'est pas une équipe qui est facile à bouger. Une équipe pas facile à bouger, cette équipe d'Angers, Christopher. Elle est venue gagner à Monaco avec un match très intelligent, exactement. Très cohérent. En fait, c'est là où on voit une équipe très solidaire. Il faut d'ailleurs tirer un coup de chapeau à Alexandre Dujeu, qui est un coach très sympa et qui sait aussi très bien, pour le coup, diriger une équipe où il y a peu de moyens, où c'est pas toujours évident. Il y a quelques joueurs forcément qui sortent du lot. Je pense à Abdelli, je pense à Le Paul qui a mis un doublé contre Montpellier après plusieurs matchs sans marquer, et qui donc s'est relancé un peu au niveau de la confiance. Donc oui, c'est une équipe qui est dangereuse, qui sait faire un coup de manière un peu ponctuelle, qui est venue le faire à Monaco et qui pourrait très bien venir le faire à Nice, même si bien évidemment on ne le souhaite pas. On ne peut plus dire gare à l'excès de confiance pour Nice, parce que dans la situation dans laquelle l'équipe est en ce moment, il n'y a pas d'excès de confiance comme il aurait pu y avoir par exemple contre Nantes à domicile. À un moment donné, il n'y avait plus de confiance du tout. Ouais. Donc après Nantes, il n'y avait plus de confiance du tout. C'est ce point décroché à Strasbourg et cette prestation bien plus solide que les dernières qui fait que tu as un petit regain d'espoir encore. Mais sans parler d'Angers, en fait. Tu n'as pas gagné à Strasbourg, tu ne gagneras pas au Parc. Donc si tu gagnes pas celui-là, merci, au revoir. Alors pourquoi tu dis tu gagneras pas au Parc ? Parce que ça sera une équipe du Paris Saint-Germain qui jouera juste après le match de Nice en Ligue des Champions. Donc il y a des chances que Luis Enrique fasse un peu tourner. Mais il va faire tourner. Mais même une équipe Z parisienne, je ne les vois pas perdre un seul match en championnat cette saison. Surtout avec ils ont ce challenge-là. De l'invincibilité aussi. Est-ce que j'ai dit tu vas perdre ? J'ai dit tu ne gagneras pas. Donc c'est miracle si tu prends. C'est un miracle pour moi si tu prends un point. Mais c'est leur challenge aux Parisiens, c'est être la première équipe du championnat de France à finir le championnat invaincu. Voilà, je le vois comme ça. Donc si tu prends pas 3 points contre Angers, merci, au revoir. Bon, on en parlera évidemment la semaine prochaine de ce match face au Paris Saint-Germain dès mercredi. On va regarder le tableau des adversaires de l'OGC Nice dans cette course à l'Europe sur cette journée, cette 30e journée de Ligue 1. Monaco-Strasbourg, très alléchant, samedi après-midi. Ils joueront avant les Niçois, les Monégasques et les Strasbourgeois, tout comme Marseille qui recevra Montpellier, Lille recevra Auxerre, Lyon donc dans le derby qui se déplacera à Saint-Etienne, et un Brest-Lens là qui vaut cher pour les deux équipes parce que à mon avis le perdant de cette rencontre là il dit définitivement adieu à l'Europe. Là ça sera foutu pour Brest ou pour Lens dans cette course. Alors elle est quand même assez excitante cette fin de saison, Patrice, non ? Ouais, on a rarement eu autant d'équipes en peu de points, donc voilà, si tu bats Angers, tu peux penser que jusqu'à la dernière journée on aura un espoir. En plus les équipes sont pas super régulières. Monaco qui perd à Brest, Lille qui a eu un coup de mou, Marseille qui a fait un peu n'importe quoi ces temps-ci. Donc mais c'est vrai que tu as quand même déjà usé 3 jokers. Là, il faut plus rien lâcher, quoi. Et l'espoir, c'est quoi ? L'espoir, c'est ce rêve de Ligue des Champions ou qualifier pour une Coupe d'Europe, ça suffirait amplement cette saison ?
Vu qu'on était quand même 3e il n'y a pas longtemps et que derrière, moi je suis très déçu de ne pas faire la Ligue des Champions, mais en même temps, ça c'est le supporter qui parle, en même temps, quand tu regardes ces 4 matchs où on prend un point, je pense que si tu es réaliste, on n'a pas trop le niveau, quoi. Ça m'embête de le dire. Aurélien. Est-ce qu'aujourd'hui, les Nice a le niveau pour cette équipe de Nice pour atteindre l'une des 4e places? Le niveau, Des oui, 4 places. mais le mental, je ne pense pas. Parce que c'est exactement ce qu'on avait dit, et là où on en revient tout le temps, c'est que c'est un peu la culture de la loose. Donc, il y a une dynamique qui s'est cassée, maintenant il va falloir la recréer, et ils ont tout intérêt de le faire dès ce week-end contre Angers. Guillaume, tu fais la moue, non? Non, moi j'y crois plus avec des champions. Ça y est. Alors que tu m'avais dit, tu me l'avais vendu en début de saison, Non. Nice finira devant l'OM, tu m'avais vendu monts et merveilles. Moi je t'ai cru, parce que moi je suis un homme qui... Je me suis cru, moi aussi. Ouais, mais finalement là ça y est, là t'es... Non, je suis résigné. Je T'es suis résigné résigné parce que je pensais que justement avec ce coach-là, sa personnalité, sa franchise, ils allaient prendre conscience et pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Et on en a parlé en début d'émission, c'est tous les ans pareil. Donc ce vestiaire, en fait, c'est tous les ans pareil. Il démarre bien et puis dans la dernière ligne droite, il flanche complet et on va se retrouver avec une Ligue Europa conférence si c'est bien. Et puis voilà. Même la Ligue Europa, tu y crois pas non plus. Franchement, je trouve que l'OGC Nice a un meilleur effectif que l'Olympique Lyonnais. Et quand je vois le match de l'Olympique Lyonnais hier, je me dis l'OGC Nice est incapable de faire ça. Donc voilà. Bon. Je trouve qu'on est à notre place, 6e, 7e. Voilà. Désabusé. 4e place, moi je les vois. Tu t'imagines que si tu bats Nantes et Auxerre, t'es 2e au moment où on parle, quoi. Donc on a vraiment... Quand tu reçois Lyon, Ouais. si tu bats Lyon, tu les mets à 10 points ce soir-là. Imagine. Au final, tu te retrouves à 3 points derrière eux. Voilà. Après, j'ai l'impression quand même, ce point Strasbourg, de voir que ça peut être un signe quand même. J'ai l'impression que si Nice doit pas être top 4 ou top 5, ils le gagnent pas. Enfin, ils reviennent pas à 2-2. Et j'ai envie de croire qu'ils peuvent aller chercher la 4e place. Je sais pas, je me dis, ces 3 points qu'il y Mais a là, attention, cette 4e place. il y a quand même encore des confrontations directes. On parle de Monaco, Strasbourg ce week-end, il y a elle est compliquée, Lille-Marseille aussi. En plus, si tu, Bien sûr que c'est compliqué. Si tu perds, t'es dehors de tout. Terminares. Tu fais rien, t'es reversé en rien du tout. Si, je crois que En tu fais Europa quand League même Ligue Europa. l'année troisième tour de Peut-être Ligue tu fais Europa. encore un Tu tour fais préliminaire 4 de Ligue Europa, mais t'es pas éliminé de toutes les compétitions européennes. Ouais. Je crois pas. C'est nouveau, Je sais pas. ça. Il me Il semble que faudrait se l'année replonger dernière, dans les règlements, mais... Parce que Lille, il me semblait que c'est l'année dernière. Ouais, il mais en passait Europa League, en Europa League. Ah non, Non, quatrième, c'est 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Ouais. Si Nice, mettons que Nice finisse 4e, si Nice est éliminé directement, ils seront Troisième tour reversés. préliminaire, t'es reversé en Ligue Europa. Ils seront reversés en barrage de Ligue Europa. Ah voilà, barrage de Ligue Europa. les tours On est préliminaires, d'accord. dans les tours préliminaires, on est d'accord sur Et ça. si on perd à nouveau le barrage de Ligue Europa, on est reversé directement en Conference League. Ah bon? Donc C'est- tu joues une c'est Coupe d'Europe quoi qu'il arrive, c'est sûr. Ouais, normalement, oui. C'est sûr. Bon, Si je dis pas de bêtises, il faudrait se replonger dans les règlements, normalement, oui. Je sais plus. On va vérifier ça. Ils changent tous les ans. En régie, ce petit point de règlement. En attendant, mon cher Will, tu vas nous donner ta compo probable de ce match. La compo probable de ce Nice-Angers. Ah si, attends, faut que tu l'allumes, c'est tout. Non? Voilà. Hop. Et donc on va parler de cette défense de l'OGC Nice. On disait défense à 3 ou pas. Toi, tu as choisi évidemment de garder cette défense à 3 avec donc la titularisation de Mohamed Abdelmonem, puisque de toute façon, Bombito, on l'a dit, est forfait. Voilà, Moïse Bombito est forfait et je pense que ça va dans le sens aussi de ce que voulait faire Franck Hayes à Strasbourg plutôt parce que on le rappelle contre Nantes il avait déjà sorti Bombito en cours de match et laissé Abdelmonem qui a pas fait un grand match mais qui était déjà moins en difficulté que Bombito et il a toujours évolué axe gauche même si c'est un droitier et que c'est pas son poste préférentiel, il s'est plutôt bien débrouillé à chaque fois dans ce rôle-là. Au milieu de terrain, et les pistons. Au milieu de terrain, alors, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Alors, t'as choisi Sanson quand même. Non, j'ai pas choisi. On va griller les coulisses. Hein. Tu m'as poussé un peu, tu me forces un peu la main. J'en suis pas hyper convaincu, donc je vais attendre
Patrice a la même idée que moi au départ. Hein. Ouais, mais on va attendre On de n'est pas voir loin les de la majorité. dernières infos de la semaine, mais c'est pas une folie non plus, mais est-ce qu'il est prêt à démarrer Bon, quand on voit la forme de Santa Maria et de Rosario, bon, pourquoi pas tenter le pari Bon, après le reste, c'est du classique, hein, 3 indispensables. Ouais, Donc surtout, Sanson qui pourrait amener, il a fait une très bonne entrée à Strasbourg, hein, il a amené cette qualité technique. Franchement, Ouais, ça serait presque Ok. par défaut alors pour toi. Alors c'est ça, hein, par rapport à un Santa Maria ou par un rapport à la Rosario. courbe. Quoi. Mais si tu as Santa Maria qui est dans la courbe qui était la sienne quand il est arrivé, il n'y a même pas question. Sanson t'apportera en cours de match. Mais là, aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a aucun qui est vraiment fiable. Santa Maria a encore été vraiment Dans en le dur. difficulté à Strasbourg. Donc, bon, quitte à avoir un joueur autant en difficulté, pourquoi pas relancer celui qui sort de blessure et qui a l'écro. Et on attaque donc. Et en attaque, du classique, parce que Gaëtan Laborde se bat, ne marque pas, mais il n'y a pas d'autre choix. Terem Moffi revient de blessure, on l'a vu encore à Strasbourg, il lui manque encore un peu de temps, il a eu une occasion, il l'a envoyé dans les nuages, donc il va lui falloir encore quelques entrées. Et Guessant, il est en grande difficulté depuis la trêve internationale, ça a été compliqué au niveau physique, mais que faire d'autre c'est un joueur indispensable aujourd'hui pour l'OGC Nice, et Jérémy Boga, c'est celui qui est peut-être le plus en forme des trois. Donc le plus cohérent, ça serait de maintenir ces trois-là. Bon, voilà pour la compo probable possible. Peut-être la petite pièce sur Moffi, Patrice, tu la mettrais pas devant à la place de Laborde, c'est trop tôt pour toi aujourd'hui? C'est vrai que Laborde est quand même un peu brouillon depuis qu'il est à Nice par rapport à avant à Rennes et à Montpellier. Moi, quand il est arrivé à Nice, j'étais vachement content, mais il est un peu brouillon. Après, il se bat sur les 70 minutes qu'il joue, 75, et je pense pas que Moffi serait aussi constant dans le pressing et tout, puisqu'il revient de blessure. Donc je pense aussi que c'est un peu tôt pour Moffi. J'avais une question concernant Abdi. Pour le coup, on a un garçon qui est porté vers l'avant, qui a des qualités aussi dans la passe, capable de mettre des buts aussi. Pourquoi il joue pas en ce moment, ou en tout cas à Strasbourg ou... Est-ce que c'est, par exemple, Et tu mettrais Barre dans les Barre trois dans la défense à 3 et je l'utiliserai côté gauche. C'est une réflexion qu'on a souvent eue. Hein. Ouais, et puis Moi, je trouve que c'est on voit quand même un peu défensivement, pas mal, ça. il est trop léger, Abdi. On l'a vu dans le derby à Monaco, il a jamais existé. C'est pas assez consistant. Et alors que Bard, lui, oui. Quand dans le couloir, c'est muselé. Tu sais que ton couloir gauche, il est solide. Avec Abdi, t'as moins de certitude. Alors tu peux plus te projeter, tu peux espérer qu'il t'amène à des passes D, qu'il marque. Et d'ailleurs, il a marqué contre Nantes. Mais t'es fragile défensivement aussi. Nantes, tu prends 2 buts dans son couloir, c'est pas l'assurance tout risque. Et en ce moment, le GC Nice a besoin d'avoir plus de garanties derrière que de projection devant. Confirmation de ce que l'on disait par rapport, et ce que tu disais Aurélien, par rapport au règlement donc de cette quatrième place, ce troisième tour de tour préliminaire de Ligue des Champions. Effectivement, tu es reversé en barrage d'Europa League, et après, si tu perds, tu es reversé en Europa League Conférence. Tu avais Directement. effectivement raison, donc quoi qu'il en soit, tu es assuré en finissant quatrième de jouer une Coupe d'Europe. Quoi qu'il arrive, c'est plutôt logique hein, d'ailleurs, parce que quand tu finis quatrième d'une... Mais il y avait des années où c'était pas logique. Il y avait des années où tu sortais Je éliminé. me rappelle l'Ajax avant la Amsterdam conférence, que tu élimines en préliminaire. Et à la fin, tu fais Derrière, rien. ils font un barrage, barrage ils d'Europa perdent League. et ils font rien du tout au final. Il ne faut pas de Coupe d'Europe. C'est fou, ouais, hein. effectivement. Là, tu seras assuré au moins de Alors jouer qu'ils étaient finalistes de la Ligue Europa. une Coupe d'Europe. C'est vrai, ouais. perdu contre Manchester avant. Voilà. Et derrière, ils font aucune Coupe d'Europe. C'était fantastique. À ce moment-là, on ne parlait pas de Coupe d'Europe hein, du côté de l'OGC Nice. Loin de là, c'était l'année 1985, mais ça s'est fini sur une montée. Quelle belle et c'est dans année. le Souviens-toi. Aurélien et Patrice, évidemment, vous êtes penchés sur cette belle année 1985, l'année de la remontée. Et oui, c'est il y a 40 ans déjà, la remontée du gym, du coup, après 3 saisons en deuxième division, les 3 premières d'ailleurs de son histoire. Alors pour reprendre un peu le fil jusqu'à cette montée, il faut d'abord revenir en 81-82, donc la saison où les Tu Aiglons reviens loin, toi. seront relégués en D1. Il faut reprendre tranquillement le fil, histoire de La dérouler. genèse. À la genèse, exactement. Donc cette année-là, on va avoir la photo. Les Aiglons sont relégués de D1 avec Montpellier et Valenciennes en terminant 19e. Le Il y géant avait du du meuble beau en monde quand même. sponsor. c'est- Il y avait du beau monde quand même, avec le sponsor déjà. Évidemment notable, Carlos
Courbello, Patrick Bruzichesi, pardon. Il y avait même le jeune Daniel Bravo aussi sur le rang d'en bas, troisième en partant de la gauche. Donc quel souvenir tu as toi Patrice de cette équipe-là qui descend Bravo venait d'être vendu à Monaco, c'est ce qui nous a permis de faire un recrutement plutôt sympa. On sort de cette année de disette, puisqu'après la finale de Nancy, Nice se traîne en D1 puis finit par descendre. Et donc on a, quand on est adolescent au début des années 80 à Nice, on n'a rien à se mettre sous la dent. Les grands-parents ont connu la décennie 50 avec tous les titres, les parents ont connu les millionnaires de la côte. Toi t'as rien connu. Et tu sais que l'année d'après, Tapi va acheter Marseille et en 86, toute la France va devenir bleu et blanche. Et heureusement, on a 85 où on se fait une grosse équipe et c'est là qu'une grande partie de la jeunesse niçoise prend conscience qu'on a un club et qu'il y a des choses à faire. Surtout qu'après, on va faire de belles saisons en D1 après cette montée-là. Justement, en 85, l'entraîneur, c'est Jean Séraphin et c'est à l'époque le président Mario Innocentini, pardon, ouais. Qui, on le voit ici juste là, qui vendait de la volaille à l'époque. Exactement. Qui va chercher. Et avec Jean Chaussier sur la photo. Exactement, qui répond aux questions de Jean Chaussier. L'ancien journaliste de Nice Matin. On mettra à l'honneur. Tiens, bientôt, on vous en parlera. Ouais. C'est lui du coup qui va chercher Séraphin, qui va être Patrice du coup un entraîneur marquant de l'époque puisque c'est lui qui va faire remonter le club, d'abord le stabiliser en D2 et puis ensuite remonter. Ouais, un besogneux qui vient de Lens, qui descend avec une petite cohorte une filière ch'ti, Michel Joly, Dominique Lefebvre, Pascal Françoise, et donc qui fait une équipe qui a pour ambition de monter. Donc avec aussi des anciennes gloires, c'était très à la mode chez nous de prendre des gloires de 30 ans. Albert Gemrich, Mustapha Daleb, le magicien du Parc des Princes, Gilbert Marguerite, un peu fantasque, mais qui avait quand même beaucoup scoré en D1. Et donc on a un effectif qui doit jouer la montée cette année-là, avec Dédé Amitrano, Lucas est dans les cages, Super 5, tu l'as dit, Carlos Curbelo, qui lui avait appris à Platini à tirer les coups francs. Donc on a un très gros effectif. Par contre, à l'époque, tu as 2 groupes de D2, on est dans le groupe B, et on a en face de nous Saint-Étienne, Lyon, Montpellier, Nîmes et Cannes, et il n'y a qu'une montée directe, donc pour monter, c'est très très chaud. C'est ça. Et du coup, cette année-là, tu l'as dit, Mustapha Daleb rejoint le gym. Il y a aussi un joueur qui va arriver et qui va changer du coup totalement la trajectoire du club. C'est évidemment El Potro, le poulain, le natif de Buenos Aires qui va devenir justement en 2 saisons seulement une légende du gym. Bien évidemment, c'est Jorge Dominguez qu'on voit là qui serre la main à Jean Séraphin à gauche, Jorge Dominguez à droite. Meilleur buteur de D2. L'année de la montée en 84-85 avec 28 pions inscrits quand même par l'Argentin. Ça fait longtemps qu'un joueur n'a pas inscrit 28 buts, un attaquant a inscrit 28 buts. Mario Balotelli. Balotelli, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est l'un des seuls sur ces 40 dernières années. Là, c'est 28 en championnat. En championnat. Meilleur buteur de... Parce que Balotelli, c'était tout. Et donc, on avait eu déjà des joueurs fantasques. On a là l'avant-centre de Boca Juniors international argentin qui passe de la Bombonera à Orail et qui vient en D2 à Nice. Et là, tu te dis, c'est un homonyme, ils se sont trompés, mon grand-père dit QSAK. Voilà, on n'y croit pas. Et en plus, dès qu'il arrive sur le tarmac de l'aéroport, si je marque pas 20 buts cette année, je ne m'appelle plus Dominguez. Et là, tu te dis, arrête. Et en fait, ça va devenir, mais on a du mal à imaginer à quel point c'est devenu une idole. À l'entraînement, on avait le maillot RMC, on montait sur le grillage le mercredi soir au Creux de Cagnes, on faisait comme lui quand il marquait. Enfin, et donc, quand il est arrivé, le speaker numéro 9, il restait 5 ou 6 secondes sans parler. Jorge Dominguez. Et là, tout le monde se mettait à crier. Moi, j'ai un copain il fait sa carte grise à la préfecture. Et il y a Dominguez qui attend. Et le mec, il est là, numéro 231. Il voit. Numéro 232, George. Et là, toute la préfecture. Et donc,
personnage. C'était les moyens financiers du président Santini qui permettent d'attirer un tel joueur. Tu avais encore les subventions municipales, et même si on dit toujours que Djacou avait tout arrêté après 78, il met des sous. J'ai relu justement les archives de Nice Matin, et Santini remercie la municipalité qui y met des sous, plus la vente de Daniel Bravo, qui était à l'époque le plus gros transfert de l'OGC Nice, qui nous permet donc de faire venir un serial buteur qui Combien à l'époque ? Il est transféré combien ? Je peux pas le dire, je sais que les primes étaient ridicules parce qu'ils ont pris entre 5 000 francs et 50 000 francs pour la prime de montée, ce qui est complètement ridicule aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, Raphaël Santos, qui était un agent à l'époque très branché sur la Côte d'Azur, un Argentin, nous le fait venir dans ses bagages, et là on a eu la super pioche. Il était coriace, un super jeu de tête, un battant, une espèce de Cavani, quoi. La chevelure noire et tout de l'Argentin. Enfin, vraiment le cliché parfait. C'était vraiment le joueur qu'il fallait à Nice pour éviter l'enfer des barrages. Parce qu'après une saison maîtrisée, les Niçois ils sont leaders à 5 journées de la fin. À ce moment-là, du coup, les démons un peu niçois habituels ressurgissent, hein, évidemment, c'est le gym. Et Lyon vient s'imposer au Stade du Ré, alors que Nice a été invaincu pendant 3 ans à domicile. C'est à ce moment-là que Saint-Etienne, du coup, repasse devant dans la poule B de D2. C'était un moment assez compliqué. Au final, l'histoire ne se répète pas parce que les Niçois vont s'imposer sur les journées qui suivent. 6-0 contre Thonon. Dans le même temps, Saint-Etienne perd contre Montpellier. Et les Niçois ont un match décisif à jouer à Grenoble. Ils gagneront 3-2. Du coup, ce match décisif, on voit Jorge Dominguez qui marque le second but niçois de la rencontre. Élégance, même jusque avec dans le maillot dans bleu la reprise ciel de Lee Cooper. Bleu ciel. Ouais, incroyable. À Grenoble en plus. T'as les mêmes Ouais. cuisses, Mika. Oui. C'est ça. La même chevelure. Quel joueur. Il y a eu un retour d'engouement en fait du public sur cette saison-là, vraiment. Ah ben ouais, carrément. C'est la même création de la BSN. Hein, Exactement. Donc, en fait, on parle simplement les anciens disaient les foiles de la tribune sud et tout, mais en fait, à partir de là, la jeunesse niçoise prend vraiment conscience qu'il y a un club. Et le déplacement à Grenoble, c'est une des premières grosses transhumances de supporters niçois. Donc, l'excellent Julien Jarry dit qu'on aurait pu remplir 40 quarts. En fait, il y en aura 8, dont un quart de Cannes et un quart qui part de Draguignan. Donc, vraiment, il y a un gros engouement et plein de voitures. Et en fait, là-haut, ils sont 3 000 et ils envahissent le terrain avant et après le match. À l'extérieur. Avant déjà. Ouais. Avec des drapeaux géants, ils ont les cannes pour planter les tomates. À l'époque, t'avais le droit, des bâtons et tout, les drapeaux géants. C'est vraiment une autre époque. Ah ouais, t'as le Gilles Chevalier qui est le commentateur de Radio B des Anges, qui mettait la chanson de Dédé Truc, qui au GC Nice et qui criait goal quand on marquait, qui est dans les tribunes et qui boit du champagne, la bouteille en verre et les verres avec les supporters à 6h pendant l'échauffement, quoi. C'est hallucinant. Et au retour, la place Masséna est prise d'assaut, l'aéroport est envahi par 3000 supporters, ça rentre sur le tarmac et on a même des supporters sur la tour de contrôle avec les drapeaux de l'OGC. Bon, on est avant Vigipirate. Aujourd'hui, il sera en prison, les mecs. Et donc, le lendemain, le comité des fêtes, la mairie affrète un char du carnaval et toute la ville sera bloquée jusqu'au rail. Et là, on a des dizaines de milliers de Niçois qui vont fêter leur champion. Et ça a été plus important la fête qu'après la victoire de Coupe de France. Et ça a plus apporté même que le barrage de Strasbourg, parce qu'après Strasbourg tu redescends finalement. Alors que là tu vas faire quelques belles saisons en Ligue 1 et ça donnera naissance donc à cette brigade sud qui à l'époque est le 3e groupe ultra français avec les Boulogne Boys et les Ultras de Marseille. Et je le répète, Tapi va arriver et tous les départements autour de nous sont entre guillemets marseillais et peut-être que les choses auraient été autrement si on avait végété encore quelques années en D2. On a l'image justement de ce lendemain de fête après la victoire à Grenoble, 3-2 avec ces milliers de supporters. Peut-être que certains qui nous regardent justement y étaient. J'allais au stade déjà, mais j'ai peu de souvenirs. J'avais 7 ans. C'est un Où est Charlie là.
J'ai le souvenir des joueurs, effectivement, Marguerite, Françoise, mon père m'en parlait, effectivement, beaucoup de ces joueurs-là, c'était un peu des joueurs fantasques, comme tu l'as dit. Ouais. Des joueurs qui... Nice, c'était la risée des... Moi, j'ai connu les anciens qui allaient presque pour rire, quoi, de Nice. Et quand on perd contre Lyon, c'est pas Verraco. Voilà. Ils se voyaient pas perdre contre Lyon, qui jouait plus rien du tout. Et c'est Bock et Zambel, des anciens niçois, qui nous font la misère chez nous, quoi. Et donc, voilà, Nice... Vraiment, après 78, c'est l'équipe qu'on va voir les autres. Hein, et on se serait transformé tout doucement en footix. Hein, s'il n'y a pas ce 85 où tu te dis, ouais, on est niçois, c'est pas rien. Et ça a joué. Et puis, il y a un côté revanchard, puisque c'est l'ennemi héréditaire de l'époque, Saint-Étienne. Et les anciens, nous, c'était plus Marseille. Les anciens, c'était vraiment contre Saint-Étienne qui bloquait depuis le vol, on va dire, de Wurtz. Et tu as... le public, les arbitres et les journalistes, selon les Niçois, avec la petite parano niçoise aussi, qui sont contre nous. Et donc ça n'a pas changé, ça. T'avais le multiplex, les premiers multiplex s'appelaient Multifoot sur Jacques Vendroux, avec Jacques Vendroux sur France Inter. Mais à la télé, t'en avais un pour la dernière journée, gratuit, quoi, sur TF1. Et Thierry Roland choisit de montrer le match de Saint-Étienne qui était presque sans enjeu, au lieu de montrer Grenoble, le match du Sacre. Et à partir de là, il y a une grosse animosité. D'ailleurs, en 97, il va y avoir des insultes lors de la finale. Et Thierry Roland s'en explique dans le roman des Aiglons, ma Bible de l'époque, le livre de Roger Dries. Et il fait une postface où il dit: j'ai rien contre Nice, mais Saint-Étienne nous a fait rêver parce que, bon, pour le public moyen, le foot, c'était les soirées vertes, quoi. Ce qui est quand même courageux de répondre dans un livre des années après pourquoi il a fait ça, etc. Moi, je trouve ça bien. Et d'ailleurs, Patrice, comment tu expliques que l'OGC Nice n'a jamais pu capitaliser en dehors, finalement, de la région niçoise, du nombre de supporters, parce qu'on va à Monaco, il y a des supporters partout, Paris, Marseille, Saint-Étienne, Lens, qui est encore peut-être un peu ailleurs, Nice. Mon explication, c'est les années 70. D'après moi, si on avait pu compléter notre palmarès, qui est pas ridicule, mais au lieu d'être un bon club moyen, comme on l'est, on aurait été un grand club. Si on avait pu choper 2 titres et une Coupe de France dans les années 70, on arrivait vraiment dans les grands clubs, et plus une vraie épopée en Coupe d'Europe, parce qu'on élimine Barcelone et après on se fait sortir, malheureusement. Voilà, il nous a manqué, je pense, des titres dans les années 70 et une petite épopée, pour être même respecté par les médias et les arbitres. Parce que c'est vrai que Nice, t'as beau être deuxième la moitié du championnat, ils parlent jamais de toi, quoi. C'est vrai. Et même par les autres clubs français aussi, du coup. De la même occasion, mais c'est vrai que, en tout cas, cette montée de 85 va être vraiment déterminante, puisque après le gym restera 6 ans en Division 1 avec une belle 8e place l'année suivante. Dominguez marquera 13 buts et d'ailleurs, pour la petite histoire, il va poser un lapin au club juste avant le début de la première journée, enfin du coup le début du championnat à Bordeaux. Nice perdra 1-0 et il pose un lapin à Séraphin, le coach encore. Philippe nous l'a raconté, je crois, ça. Parce que ses parents n'avaient pas reçu une indemnité sombre, une sombre histoire. D'argent comme d'habitude. Et il ne joue pas le premier match, mais ça n'empêchera pas d'être performant et de maintenir le Poser un club lapin à Bordeaux, ça me fait penser à la Bossette. T'avais un dernier mot à rajouter? Oui, j'avais un dernier mot, c'est que j'adore entendre on pourrait en prendre des heures. Les historiens parler du club, et tu continues à le faire aussi pour l'OGC Nice avec le Méfi Club aussi. C'est parler niçois et cette culture niçoise auprès des jeunes supporters du gym. Il y a mon collègue David Silver qui lui donne des cours carrément aux jeunes du centre de formation, et Nicolas Bernard de la communication, qui a été un ancien élève de Nissart et qui connaît pas mal de profs de Nissart, m'a branché la semaine dernière pour qu'on fasse des initiations de jeux populaires, de Moura, et qu'on parle un petit peu de la culture. Donc on va faire des caouts, des quiz sympas, et donc mercredi on va y aller avec les jeunes qui jouent à la Moura pour que transmettre aussi la culture. L'OGC Nice qui n'oublie jamais son identité, évidemment, c'est ce qui fait aussi très important, la force de ce club dans sa communication. Et une dernière idée qu'il avait, je l'ai entendu quand tu es passé à France Bleu Azur, que j'ai trouvé ça génial, c'est pourquoi, après les histoires de banderoles contre l'OM, pourquoi on revient pas à des banderoles écrites en Nissart? Ouais. Les Corses, on le sait. On a été c'est vrai. Tu penses qu'ils vont pas comprendre derrière? Mais non. Et au moins, on n'a pas C'était ce que j'avais dit sous la forme de la bouteille. On les aurait traités de gare, ils sauraient. On ne pas là, c'est bon. Sachez que les Corses, le font. Nous, on a été les premiers, puis ça s'est un peu tassé. Et surtout les Monégasques, j'ai un ancien élève qui étudiait le niçois, qui était monégasque, qui m'a envoyé
C'est écrit en monégasque, effectivement. toutes les banderoles sont faites en monégasque et ça participe aussi de nous, de nous singulariser un peu parce que c'est pour mettre des pride of machin. Voilà. C'est Moi, un peu dommage. j'ai entendu cette idée-là et je voulais la rappeler parce que je trouve ça génial. C'est vrai qu'on écrit des banderoles en niçois et vous verrez qu'il y aura moins de polémiques dans les médias. Ça passera. C'est pas officiel. Il y a pas de... Aurélien, merci pour ce souviens-toi. Patrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'émission. C'est toujours un plaisir. Tu reviendras évidemment pour nous conter cette grande histoire de l'OGC Nice. Christopher, William, merci également. Merci à Sophie Doncé, Philippe Pertini et Nicolas Lecouturier pour la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve dès mercredi pour parler évidemment et de ce match face à Angers et du déplacement derrière face au Paris Saint-Germain, l'ogre parisien. D'ici là, passez une belle semaine, un bon week-end de Pâques et on se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.